Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Noël approche à c'est grands un pas. scoop. Ouais. Ça va, il y a du monde dans Ouais, les ça va. librairies, Non, les gens ça va là. reviennent. On n'a pas à se plaindre. Bon, achetez vos livres dans Oui, les allez-y, librairies, on ne surtout. vous le répétera Voilà. jamais assez, ils font un boulot Et s'il n'y a pas de petite formidable. librairie dans votre coin, Ouais. vous cherchez un site d'un libraire dans votre région et vous commandez. Voilà. Et vous commandez le livre Sur le site du libraire. Voilà, Et pas ailleurs. Il y a vraiment des libraires, on pense à Lydie Zanini, Ouais, on pense à des libraires, moi j'en ai rencontré une La à théière qui Aubigny-sur-Ner, fut, là où oui. à Aubigny-sur-Ner ce week-end, qui fait un boulot colossal, et une autre, alors ça m'a fait beaucoup rire, toujours dans cette ville d'Aubigny-sur-Ner dans le Cher, qui a appelé sa librairie Merci Vincent. Et alors c'est une femme qui était journaliste dans le groupe de Vincent Bolloré, qui s'est fait virer, et donc qui a pris un gros chèque, Avec le et pécule. avec ce chèque, elle a ouvert une librairie qu'elle a appelée Merci Vincent, et c'est une superbe librairie. Franchement, aidez vos libraires, enfin aidez-les et allez-y parce que c'est un plaisir si vous aimez les Si livres. vous êtes pas loin, il y a Saint-Servant, c'est un quartier de Saint-Malo. Il y a beaucoup de librairies. Il y a des librairies de BD, de jeunesse. Allez-y parce que c'est vraiment extraordinaire. Alors, par quoi on commence, Gérard? Tiens, je peux commencer? Bon, moi, j'aurais adoré recevoir d'ailleurs, je l'ai reçu, hein, mais Oui. qu'on m'offre cela, le grand carnet d'adresses de la littérature à Paris de Gilles Schlesser. C'est chez génial, ça. Séguier. Si vous aimez la littérature, si vous connaissez un peu Paris, Gilles Schlesser est allé à travailler comme un malade pour retrouver chaque emplacement où avaient vécu des écrivains. Donc vous vous baladez dans Paris et vous allez retrouver Rabelais, Modiano, je crois. C'est génial. C'est absolument génial. Il y a des rues où il y a eu beaucoup d'écrivains, des quartiers aussi, dans le 7e, Saint-Germain-des-Prés, où ils sont assez présents. Et il y a plein d'histoires Il est plein de beau, en petites plus, anecdotes. hein. C'est un très beau J'aime livre. bien, oui. Absolument, c'est un très beau livre. Il a vraiment fait un boulot incroyable. C'est classé par arrondissement et c'est un plaisir. Vous vous plongez dedans, vous allez voir rue Notre-Dame-des-Champs. Il y a eu pas mal d'écrivains avec les numéros à chaque fois. Moi, j'ai trouvé. Et puis en plus, c'est bien, vous pouvez l'ouvrir n'importe où. J'adore C'est ça. vous l'ouvrez n'importe où, vous allez faire plein de découvertes, même des écrivains que vous connaissez pas. Ouais. C'est vraiment, j'ai adoré. Ça doit être un travail faramineux. Ça a dû être. Il dit, Jérôme Garcin lui dit, vous vous lancez. Lui avait écrit Jérôme Garcin dans une folle et singulière aventure. Il savait ce dont il parlait. Et c'est vrai que c'est fou le boulot pour retrouver tous les endroits, parce qu'il n'y a pas des plaques partout. Hein. Non. Donc, et ça dit beaucoup, par exemple, sur Françoise Sagan, qui a beaucoup déménagé dans Paris. Ouais. Franchement, c'est. Puis j'adore la couverture. C'est très Je trouve beau. ça très joli et ça marche très C'est bien. un très beau cadeau. Donc, c'est chez Séguier. Ça s'appelle le Grand Carnet d'adresses de la littérature à Paris. Franchement, c'est un cadeau magnifique à faire pour Noël. Je sais que vous êtes au régime en ce moment. Toujours. Et j'adore c'est Guy Savoie qui fait Cuisine les écrivains. Alors l'année dernière, il avait fait le 16e siècle. Là, il fait le 17e siècle. C'est chez Hercher, regardez. Alors, je vais le montrer. Montrez-le, vous êtes plus. Voilà. Est-ce que vous pouvez approcher un petit peu votre micro? Je le trouve un petit peu loin de vous. Alors, il ne faut pas que Oui, ça mais vous cache d'habitude- non plus. Oui, parce que maintenant, on voit plus ma tête, on voit que le micro. Donc Voilà. c'est sympa. Marqué, Voilà. c'est pas ce qui. Ouais. C'est Et peut-être donc- mieux. et donc, voilà. Alors vous avez plein de. J'ai pris mes fiches parce que Alors, vous connaissez mon il y a des images. Alors superbe. Alors vous avez la correspondance entre les écrivains et la gastronomie. Par exemple, il y a les harengs de Molière, il y a les filets de bœuf de Boileau, il y a le navarin d'agneau de Pascal, il y a le charlotte aux fraises, j'adore ça, de Racine, alors que j'aurais jamais dit que Racine, Non, voilà. non, Mais alors vous allez découvrir plein de gens pas connus. Par exemple, moi je connaissais pas qui était Charles Le Marquetel. Alors il est né en 1614. Alors il est connu sous le nom de Saint-Évremont, qui était quelqu'un qui écrivait beaucoup à l'époque, qui était assez critique de l'Académie française, du roi. Et lui, c'était un gastronome absolument incroyable. Et alors, vous allez adorer ça. Il a fait les œufs farcis gratinés. Les œufs farcis gratinés. Vous avez mis un petit ouais. marque-page. Effectivement, déposer les 4 œufs dans une casserole, les couvrir d'eau froide. Donc, on fait cuire des œufs durs. On fait poêler des champignons, des échalotes dans le beurre. Et puis, on mixe la préparation. Ça a l'air bien, et puis ça. en plus, c'est accessible. J'ai regardé. Moi, j'ai pas le matériel, mais et comme Madame Lafayette, elle adorait les légumes du potager du roi en fine gelée, voyez. Donc, râpé de réfort. Il y a La Fontaine, c'était
la boîte rôtie au four. C'est génial, j'ai découvert plein de... Alors avant, il y a une biographie de l'auteur, hein, c'est ça qui est sympa, c'est pas là, ça tombe pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe, c'est vraiment... Sur la soupe. Un cheveu dans la soupe. Un cheveu, oui, un cheveu dans la soupe. Oui, c'est ça, vous se avez dit, raison, ça. pardon. Oui. Et donc, vous allez découvrir plein de personnages, plein d'écrivains. Et l'iconographie est très, très bien. Magnifique, le papier Ah ouais, glacé tout. avec J'en des ai marre photos. du papier recyclé écolo où on a l'impression que c'est du papier toilette qui a déjà été utilisé. Donc c'est vrai, ça, c'est magnifique. Madeleine de Scudéry, Blaise Pascal. Ouais, c'est vraiment c'est un très, très... Les amoureux de littérature et les amoureux de gastronomie, pour une fois, on a les deux ensemble. C'est une merveille. Et remarquable texte d'Anne Martinetti et de Gilles Chénaud qui vous raconte effectivement, qui resitue la gastronomie dans la littérature et dans l'art. J'en profite, j'avais rapporté dans les livres qui nous ont marqué cette année l'histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge à nos jours. C'est un magnifique livre de Patrick Rambourg qui explore comment Paris a inventé le restaurant. Ça parle des halles, ça parle des grandes tables, ça parle des métiers de bouche. C'est vraiment... On apprend plein de choses. C'est une histoire de la France à travers la gastronomie. C'est vraiment... Ouais, très très beau. Et je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite. Il devrait vraiment. C'est pour ça. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est chez Perrin. La couverture est magnifique et le livre est passionnant. Là aussi, vous pouvez le lire par petits chapitres. Vous avez vraiment tout ce qui a été au Moyen Âge. On apprend plein de choses. C'est vraiment incroyable. Puis la couverture est jolie. Histoire du Paris gastronomique du Moyen Âge à nos jours. Patrick Rambourg, c'est chez Perrin, et le Guy Savoy cuisine les écrivains 17e siècle. C'est chez Herscher avec Anne Martinetti et Gilles Chénaud. On est dans la cuisine, vous me permettez de continuer? Allez-y. On reçoit plein de livres de cuisine qui sont plus ou moins intéressants. Là, celui-ci est vachement bien. C'est qui le chef? Alors, c'est Simone Zanoni, c'est le chef du Georges V à Paris, chef italien, qui a fait beaucoup de vidéos pendant le Covid avec ses enfants. Et là, c'est avec Penelope et Cesare. C'est un livre de cuisine pour les grands, mais qui peut se faire avec des enfants. C'est facile, mais c'est gourmand. Crêpes au maïs, je prends un peu au hasard. Courgettes and roses, comment faire manger des légumes aux enfants. Il y a des petites BD, donc c'est aussi une manière d'amener les enfants à la cuisine. Vous voyez la petite BD avec les enfants pour faire là un pain perdu, un pudding de vieux pain. Et c'est des recettes évidemment qu'il a fait avec ses enfants qui ont entre 6 et 8 ans, je crois. Donc c'est vraiment un très chouette livre. C'est chez Michel Lafon. Je trouve qu'on devrait faire des cours de cuisine à l'école. Mais pour leur réapprendre. Les légumes. Moi je suis amputé à ce niveau-là. Je suis vraiment. À part le poisson pané. Moi c'est le ketchup et les petits frais de jambon, c'est tout. Alors, vient de paraître, je suis tombé comme ça par hasard, de Franz Vaillant. Ça s'appelle À l'ombre des étoiles chez Cerf. Alors c'est tous les enfants célèbres, des gens célèbres. Alors il y a être enfant de Jules Verne, de Verlaine, de Maupassant, de Colette, de Picasso. C'est drôle. Et je le mets là, ça va, là, ça vous va. Voilà. Et c'est absolument, j'ai appris plein de choses. Alors, par exemple, il y a l'enfant, le fils de Jules Verne. Alors, le fils de Jules Verne, ça a été une catastrophe parce que Jules Verne, il était constitution chétive. Jules Verne, il travaillait tout le temps. Il se foutait un peu de son fils. Sa mère, elle était très, permissive. Mais en fait, il n'a pas compris, Jules Verne, c'est que la révolte du gamin, c'était lui dire, j'existe, les livres, il n'y a pas que ça, l'édition et tout ça. Et on arrive à des choses absolument abominables, c'est qu'il va le faire enfermer en prison. C'est-à-dire qu'il le supportait pas, mais ça marche pas, donc il continue à se rebeller. Et comme ça, jusqu'à la fin, ça va être... Et puis, il n'a pas le talent. Alors, moi, je savais pas, c'est que Jules Verne avait des romans en cours quand il est mort, et le fils a décidé de les terminer. Ça a été une catastrophe, parce que le talent, c'est pas génétiquement transmissible. Alors, il y a aussi Verlaine. Alors, Verlaine, je savais pas qu'il avait un fils, hein. Et donc, il s'est marié très jeune avec une jeune bourgeoise qui était très amoureuse de lui. Et alors, il la battait. Il a été abominable au niveau de son mariage. Elle s'est enfuie avec son fils. Son fils, il était une sorte de poinçonneur dans le métro, donc ça faisait drôle. Les gens, quand il l'appelait, ils disaient Verlaine, et tout le monde se retournait et tout. Et il a eu une vie absolument incroyable. Maupassant, par exemple, ils sont absolument certains qu'il a eu 3 enfants qu'il n'a pas reconnus. Et ses enfants, ils lui ressemblaient vraiment étonnamment. Mais eux, ils en avaient rien à faire. Comme ils disent, nous, Maupassant, on en a... Vous avez plein d'histoires comme ça, c'est absolument génial. Il y a le fils de Maupassant d'Hemingway ou pas? Alors là, je sais pas. En tout cas, lisez les livres. Et il y a Colette, par exemple, sa mère l'a déshéritée. Enfin, c'est vraiment l'envers du décor. Hein, ça retire rien au talent de l'autre. Mais on voit quand même que célébrité, c'est pas facile, malgré qu'on leur dise que c'est beaucoup plus facile quand on est... ça s'avère que c'est pas du tout ça. Mais il y en a qui ont réussi quand même. Pas trop. Hein. Pas trop. Bon, non, pas trop.
ces exemples-là. Ah ouais. On se retrouve dans un petit instant pour continuer à vous donner des conseils de lecture. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on continue notre revue, nos conseils pour les fêtes de Ouais. livres. Là, vous avez eu un coup de cœur. Pour Ah mais un oui, roman. alors je suis tombé par hasard parce que j'adore les polars, hein, mais alors les polars c'est quand même dur en ce moment, Ouais. faut s'accrocher. Et là c'est Christophe Wojcik, alors Wojcik, ça s'appelle Le Portable chez Héloïse Dormesson. Alors si vous voulez lire un polar de bonne qualité, intelligent, comme une comédie policière, c'est exactement ça. Voilà, alors c'est l'histoire d'un gars, il s'appelle Léopold. Alors Léopold, vous voyez déjà, il est rentier, il a un loft, il est relativement jeune, il s'ennuie un peu dans la vie, puis un jour il rentre chez lui tard dans la nuit, et là il trouve quelqu'un qui est par terre, blessé, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va le monter dans son appartement pour pas qu'il traîne par terre, qu'il reste par terre au sol, et là le gars va mourir, et son dernier truc c'est, il lui dit je ne veux pas mourir. Et il lui file son portable. Et là, le gars, Léopold, il devient fou. Il se dit, il va pas mourir. Il va le faire continuer à vivre à travers son portable. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans le portable. Il y a sa femme au mort qui va téléphoner. Il va lui envoyer un texto. Chérie, t'inquiète pas, je suis parti pendant 15 jours. J'ai besoin de faire le break. Le problème, c'est que alors, sa femme, il s'entend pas tellement, hein, mais sa femme le trompe, déjà, le mort. Et puis, il devait de l'argent à des bookmakers. Donc, il va arriver plein de choses. C'est rocambolesque, c'est plein d'humour. Il y a un truc, par exemple, c'est le genre de la phrase, il sait pas, pour dire qu'il est mort, il s'est pas éteint puisque son portable est toujours ouvert. Donc il y a plein de choses comme ça. Alors c'est quand même, je sais que vous êtes quand même relativement accro comme beaucoup de personnes au téléphone. Et là, on se rend compte que quand on rentre dans un téléphone, on peut reconstituer absolument toute sa vie, mais vraiment, le téléphone, il devient un deuxième cerveau. En fait, l'autre, il n'est pas mort parce que il va se servir de ce téléphone et il va vivre. Hein. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où on vous envoie des textos ou des mails sur un téléphone, vous êtes vivant. C'est un peu le problème des pages Facebook. Tant qu'on ne ferme pas la page Facebook, c'est très dérangeant. Hein. Et donc, c'est génial, c'est drôle, c'est pétillant. Il a un humour, il écrit. C'est tout. Regardez. Oui, alors en plus, ça peut être un beau message pour les gens qui vous excèdent avec le téléphone. Faites passer vos messages. Vous faites passer vos messages. Et moi, c'est un des bons livres. Et puis, ça met de bonne humeur. Et c'est intelligent. Et voilà, j'adore. Et puis il écrit très bien. La couverture est belle, comme vous diriez. Ah oui, et je me suis fait avoir. Alors franchement, je l'ai commencé hier soir, je l'ai fini. Ça se lit très et savourant. Ça s'appelle Le Portable. Le Portable de Christophe Wojcik, et c'est chez Héloïse Dormesson. Vous voulez un petit cadeau super sympa, joyeux dans l'époque, vous voyez l'époque joyeuse dans laquelle on est. Et ben là, les gens vont vous sourire une fois que vous aurez lu ce livre. Essayez. Alors ils ont pas, essayez d'innover quand vous offrez des livres, d'aller sur des choses. Auxquels vos amis, prenez pas les meilleures ventes. Prenez pas les meilleures ventes, prenez pas forcément le Marc Lévy, même si c'est très bien. Voilà, mais il y a des choses demandez à votre libraire. Hein. Demandez à votre libraire, il va vous orienter. Moi, j'ai lu le livre d'Alice Taglioni, Un papa vivant, chez Robert Laffont. C'est un très beau texte. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va avoir 7 ans et comme cadeau, il demande des cadeaux habituels, un déguisement de pirate, une montre, et puis il demande un papa parce que Elliot, il a perdu son papa quand il avait 8 mois. C'est pas du tout triste, c'est assez poétique. C'est l'histoire très personnelle d'Alice Taglioni qui a perdu son compagnon, le père de son fils, justement, quand il avait 8 mois. Donc, je pense que c'est un livre qui est très personnel, mais j'ai trouvé qu'elle avait une très belle plume, vraiment beaucoup de talent d'écriture. C'est une manière de parler de ses papas qui ne sont plus là. C'est pas triste du tout, encore une fois. Et j'ai trouvé que c'était très, très réussi. Je vous le conseille. C'est chez Robert Laffont, Alice Taglioni, Un papa vivant. On a toujours un petit peu de réticence quand on voit des écrivains, des acteurs qui se mettent à écrire, mais Alice Taglioni, elle a beaucoup de talent, et on sent que c'est un texte qui était important pour elle. Donc voilà, c'est chez Robert Laffont.
Alors là, c'est l'antithèse du portable, hein, c'est un polar, là, mais alors là, c'est lourd, mais une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus. Alors, ça s'appelle Les Disparus de la Durance, chez Hugo Thriller de Sandrine Détombe. Alors, j'avais, à ma grande honte, j'avais jamais rien lu de Détombe, hein, on me l'a conseillé, et alors vraiment, ça a été une révélation, j'ai adoré. Alors, ça va vous plaire, non, je ne vois pas pourquoi ça vous plairait. Enfin, je veux dire, l'intrigue, c'est-à-dire qu'on est devant le 36 Quai des Orfèvres à Paris, et dans la scène, on retrouve 7 paires de baskets avec les pieds dedans, tranchés. Alors, il y en a... oui, il y a 1, 2, 3... On a quoi? Paire de pieds. Il y a 3 paires de pieds et une toute seule. Et alors, dedans, ils sont attachés. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 couples et une qui est toute seule. Et dans celle qui reste toute seule, il y a marqué « Gagner ». Et donc, il y a un flic, As, qui est très sympa. Alors, il y a un problème, on ne sait pas pourquoi il a été muté à Paris. Il n'a pas l'air bien dans sa peau. Il y a toute une équipe d'inspecteurs qui sont très très bien, mais il n'y a pas de cadavre. Et alors, il y a le médecin légiste, je vous le conseille, il est absolument fabuleux. Et après, il va y avoir les cadavres, mais il n'y a jamais les cadavres en même temps. C'est hallucinant comme histoire. Vous allez dedans, vous voulez savoir, c'est plein de rebondissements, c'est vraiment génial. Cette fille, je la connais pas, donc je vais tout lire d'elle, parce que franchement, une fois que vous êtes dedans, vous êtes happé complètement par l'histoire jusqu'à la fin, qui est un petit bijou et tout. Et ça s'appelle les Disparus de la Durance, mais la Durance, c'est dans le... Ah oui, parce qu'en fait, il y a un autre inspecteur qui se rend compte que l'histoire des pieds comme ça lui rappelle un cold case. Et donc, on va refaire, il y a des allers et retours entre le passé. C'était un couple qui a été assassiné comme ça. Et alors, gagner, ça veut dire quoi? Gagner, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit être encore vivant. On lui a tranché un pied, mais elle doit être encore vivante parce que c'est une femme. C'est une sorte de course contre la mort pour essayer de récupérer si elle est toujours vive. Allez-y, moi c'est une révélation, je ne connaissais pas du tout. Hein. Donc ça s'appelle Les Disparus de la Durance, c'est chez Hugo Noir, c'est ça Hugo Noir. Et elle s'appelle Sandrine Détombe. Voilà, elle a un nom prédestiné. Hein, oui, ça je l'avais pas remarqué. Ouais. Je vous conseille le livre de Samuel Fitoussi, Woke Fiction, vous avez vu cette semaine. Alors c'est pas du wokisme sur l'histoire des tableaux, d'un tableau qu'on ne peut pas montrer. Son livre, en fait, à Samuel Fitoussi, c'est un essai qui s'intéresse. Alors je pense que ça, si vous cherchez des cadeaux pour vos parents, pour des gens qui sont contre la réécriture ou la revisitation de l'histoire. Enfin, c'est pas tellement de l'histoire, lui, c'est sur la woke fiction, c'est vraiment sur la façon dont les séries aujourd'hui se ressemblent. Ah, mais c'est génial, mais je l'ai lu, c'est super. Il y a un code, il y a des codes incroyables. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire comment aujourd'hui la morale et comment c'est aujourd'hui, il y a une. Il suffit de regarder Netflix. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte d'uniformisation des choses et c'est vraiment un essai qui est assez réjouissant, un peu déprimant par certains côtés, mais c'est vraiment remarquable, une remarquable enquête de Samuel Fitoussi qui est parue au Cherche Midi. Il a été descendu partout, mais ça me fait penser à la France, vous savez, la France le Orange Mécanique de Oberton, qui avait été descendu quand il l'a écrit en 2013 et que maintenant on invite partout parce qu'on se rend compte que la France qu'il décrivait est celle de maintenant. Et là, c'est pareil, il est descendu par beaucoup de gens, mais parce que maintenant, il ne faut pas le dire, il faut pas dire les choses. Donc, mais ça retombe sur nos vies. Enfin, on s'en prend plein la tête 10 ans après. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon livre. Alors ça, c'est pour 13-14 ans, c'est un chef-d'œuvre. Hein, pour moi, c'est une merveille. C'est Sébastien Pérez. Ça s'appelle Les Monstres de Stan Manoukian. Je le montre. Oui, très beau. Alors, il y a beaucoup de livres qui sont dans cet esprit-là. Attendez. Ouais. Regardez. Ah ouais. Et alors, il y a tous les monstres, le Loch Ness, il y a des monstres que je ne connaissais pas. Regardez, ah oui, ça, c'est les cachettes des monstres. Donc voilà, alors il y a les monstres du placard, mais vous avez aussi des monstres connus. Hein. Enfin, c'est des monstres de la mythologie et tout. Vous allez découvrir. C'est une merveille. Moi, je dirais 10 ans, non? Ouais, 10 ans, c'est sympa. Ils vont être absolument fascinés par ça. J'ai adoré. J'ai découvert, moi, plein de monstres dont j'ai perdu parce que je suis foutoir. Alors, c'est chez Albin Michel Jeunesse. Voilà. C'est Sébastien Pérez et Stan Manoukian. En plus, les illustrations sont. Mais c'est puis on apprend plein de choses. Hein. Et on apprend plein de choses. Effectivement, le Cthulhu, je ne le connaissais pas. Ouais, il y a des monstres japonais, il y a la goule, franchement, j'ai adoré. Et alors, moi, comme quoi, on se connaît depuis longtemps et on sait pas par hasard. Moi, je vous ai apporté L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. C'est Sébastien Pérez. Là aussi, c'est Sébastien Pérez. Il est spécialisé dans les monstres. Ouais. Et Benjamin Lacombe, c'est chez Margot Éditions. Et donc là, sont tous les héros. Il s'est intéressé à leur enfance. Il a voulu savoir pourquoi ils étaient devenus des monstres
Il y a la Reine de cœur, par exemple, dans Alice. Des œuvres d'art. Hein. Ouais. C'est vraiment, moi, je trouve Le c'est. renard coquin, la sorcière de l'Ouest. Les illustrations sont formidables. Et ben, vous faites un package, vous offrez les Ah, monstres vous et serez- l'enfance des méchants, des vilains, des vilaines et des affreux. C'est aux Franchement éditions merveilleux, Margot. hein. Voilà. Quoi d'autre, Gérard? Alors, Notre-Dame, vous savez, on a remis Ouais. la flèche là. Ouais. Et il y a une très belle BD de Victor Hugo, enfin. Oui. Voilà, le scénariste un peu qui Oui. va être connu, Notre-Dame de Paris de Georges Besse, et c'est pareil, c'est absolument magnifique. Il a redessiné Ouais, Victor c'est beau. Hugo. Alors les gamins qui détestent lire et qui pour eux des classiques, là c'est une bonne manière de le. Enfin gamins, faut pas exagérer Ouais. non plus, mais à partir de 11-12 ans, c'est vraiment magnifique. C'est une manière Et- aussi de découvrir De Notre-Dame redécouvrir de la Paris. littérature classique, hein, franchement, c'est une merveille. Est-ce que Victor Hugo aurait imaginé être sur Alors, la il y couverture a d'une plein. BD? Maintenant, il y a beaucoup de collections qui refont les les grands grands classiques classiques. ou la littérature, et c'est une manière de redécouvrir la littérature d'une manière un peu plus ludique. Et après, beau. c'est aux libraires et aux parents de leur faire lire le texte. Oui, le texte original. Ouais. Notre-Dame de Paris, donc Georges Besse et Victor Hugo aux éditions Glénat. Bah voilà, je crois Voilà, qu'on on a fait le tour, hein. On a plein de beaux cadeaux, j'espère d'idées cadeaux de Noël. Allez chez vos libraires, posez-leur des questions, demandez-leur conseils. Et vous regardez tous les podcasts sur Sud Radio pour vous donner des idées. Vous avez tous les livres qu'on a fait cette année. Absolument, et puis on y reviendra sûrement la semaine prochaine Ouais. aussi sur nos livres préférés. Merci Gérard, à la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.